il y a une démarche qu'on doit faire, se mettre en mouvement, être en activité et vous serez étonné de voir comment les choses se mettent en place, que ce soit en termes de ressources humaines, de ressources financières, les choses se mettent en place. Aujourd'hui, Microdev emploie 15 personnes. Allez, pour moi, c'est énorme. C'est juste énorme de me dire que, ok, donc il y a aujourd'hui 15 personnes qui sont payées tous les mois. Bienvenue dans le podcast de Valeurs féminines. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bijou Tchounza. Elle est la fondatrice de l'ASBL Microdev. C'est une ASBL qui est active dans le domaine du microcrédit et qui est basée à Kinshasa. Bonjour Bijou, comment vas-tu? Bonjour Lisette, je vais bien et je te remercie pour cette invitation. Mais tout le plaisir est pour moi. Je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec toi sur la question du microcrédit, puisque c'est un domaine que tu connais bien, notamment au travers de tes différentes activités et en particulier au travers de ton ASBL Microdev. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je commence peut-être déjà par te présenter. Comment ça, c'est un peu plus de qui est Bijou Tchounza. Alors, Bijou Tchounza, faut que je commence par quelque part. C'est une dame de 42 ans, maman de deux petites filles. Donc, elles sont petites, mais bon, voilà. Je dis petites, mais elles sont bien grandes déjà. 13 ans et 11 ans. Employée dans le secteur financier chez BNP Paribas Fortis depuis une dizaine d'années. Une amoureuse du Congo et une entrepreneuse dans l'âme. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en résumé. Super. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est le microcrédit pour les personnes qui nous écoutent? Alors, le microcrédit part de la microfinance, qui est une finance inclusive, c'est-à-dire que c'est offrir des services financiers à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique, mais qui ont une volonté de s'en sortir, donc c'est-à-dire des personnes qui ont une activité génératrice de revenus. D'accord, très bien. Alors, Microdev cible en particulier le travail des femmes maraîchères à Kinshasa. Quelle est ta vision de l'entrepreneuriat au féminin? Alors, je pense que, allez, pas plus tard que ce matin, je lisais un article qui disait que la population active en Belgique est composée à 50% de femmes, mais que quand on regarde l'entrepreneuriat, il n'y a que 34% qui sont des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effort encore à faire, un gap à combler. Par rapport à l'Afrique, la situation est un peu différente parce que l'entrepreneuriat est dominé par les femmes. Si je prends le cas de la RDC, le secteur informel occupe 80% de l'activité économique et 60% sont occupés par des femmes. Donc, c'est pour dire que, allez, suivant le continent où on se trouve, l'entrepreneuriat féminin évolue différemment. Mais dans tous les cas, on constate que le besoin criant, c'est le manque de financement. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat au féminin, c'est un levier, en fait, que les économies doivent, les pays doivent utiliser pour leur développement. J'aimerais aborder avec toi la genèse un peu de Microdev. Alors, pourquoi as-tu lancé cette ASBL à Kinshasa et quel est l'objectif de ton ASBL? Alors, il faut savoir que en Belgique, j'ai eu l'opportunité dans la banque de travailler en agence. J'ai été conseiller professionnel, donc j'ai accompagné des entrepreneurs. Donc, mes études aussi en sciences économiques font que finalement, c'est un secteur dans lequel j'ai toujours évolué. Et des suites d'une mission que j'ai faite en 2016, grâce à mon employeur, j'ai effectué une mission en tant que bénévole dans une coopérative d'épargne et de crédit en RDC, au Katanga. Et c'est là que j'ai découvert, au fait, la microfinance. D'accord. Et je suis revenue de cette mission et j'ai décidé de me former et de m'informer
par rapport à ça. Et je me suis vraiment rendu compte qu'on parle souvent de développement en Afrique, de lutte contre la pauvreté. Mhm. Et, euh, et voilà, je me suis dit que moi, j'allais accompagner ces femmes, euh, non pas leur donner du poisson, mais les apprendre à pêcher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mûrir ce projet, essayer de construire mon business model, savoir Mhm. comment est-ce que j'allais fonctionner, sachant que je vis encore en Belgique et que le projet se déroulera en RDC Donc ça, c'est en 2016 que en tu prends la 2016. décision de faire quelque chose en fait pour ces femmes. Exactement. Donc, c'est de là que tout démarre. J'avais déjà une préoccupation, un souci de faire quelque chose pour mon pays d'origine, Mhm. mais je ne savais pas dans quoi exactement. Je me disais, voilà, j'ai voulu dans la finance, il y a beaucoup de banques sur place, donc je ne voyais pas de plus-value. Mais au travers de la microfinance, je me suis dit, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux travailler et apporter quelque chose. Et donc, en me formant, tout simplement, par exemple, sur Internet ou en lisant Mhm. des articles qui Mhm. parlaient de microfinance, donc je faisais vraiment des recherches par rapport à ça. Je suis tombée sur une école de microfinance à Nantes. Et donc, j'ai téléphoné parce que voilà, je ne voulais pas d'une formation théorique, mais plutôt quelque Mhm. chose de pratique qui m'aide Ok. à concrétiser, en fait, ce projet que j'avais en tête. Mhm. Et là, en fait, le directeur m'a convaincue parce que je lui ai expliqué ce qui était encore très, très flou, mais en lui disant, voilà, je veux accompagner, créer une structure, mais je vis encore en Europe. Voilà. Et il m'a dit, voilà, viens et je vais te former et te donner des pistes. Et c'est comme ça que j'ai fait ma formation en gestion Mhm. d'une institution de microfinance pour vraiment comprendre le fonctionnement spécifique de ce type de structure. Et donc, quand je suis revenue de là, on a conçu en fait un modèle qui était donc de créer une structure en Belgique qui allait en fait récolter les ressources nécessaires pour mener l'activité en RDC. Et donc, je suis partie sur le modèle de construire deux structures. D'accord. Et, et voilà, c'est quelque chose qui s'est affiné, on va dire, Mhm. au fur et à mesure. Et notamment pour le faire en 2018, j'ai pris part à un bootcamp. Donc, c'est en fait un moment plusieurs jours que vous prenez à part, un peu isolé et avec des experts, des personnes qui ont des coachs Mhm. qui en fait t'aident à cogiter sur ton projet et à construire ton business model pour qu'il soit viable. Et donc de là, les choses se sont vraiment concrétisées et étaient plus claires dans ma tête. Donc j'ai décidé à ce moment-là de créer une ASBL en Belgique qui allait donc récolter les fonds sous forme de dons, de subventions, de l'expertise Mhm. également, qu'elle met donc à disposition de la structure en RDC. Là également, il fallait définir quelle forme juridique adopter. Est-ce une Ok. association? Mhm. Est-ce un autre type? Donc à ce moment-là, il fallait que je puisse me référer à la réglementation sur place pour savoir, voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans une activité de microfinance, quelles sont ses obligations? Et c'est là que, voilà, il y a actuellement trois types de formes juridiques possibles, une coopérative, une institution de microcrédit et une société de microfinance. Et D'accord. donc c'est comme ça que j'ai opté pour une coopérative, vu l'aspect social qui pour moi primait plus qu'autre chose. Et donc c'est comme ça que voilà, j'ai construit ce business model. Et alors, l'objectif par rapport à l'ASBL qui est basé à Kinshasa, c'est aussi notamment de pouvoir sortir ces femmes maraîchères de la pauvreté, enrayer vraiment, en tout cas, diminuer la pauvreté à Kinshasa. Oui, en fait, la coopérative à Kinshasa a vraiment pour mission d'offrir des services financiers et non financiers D'accord. à ces femmes. Donc, c'est-à-dire que on leur donne des formations Mhm. en éducation financière. On leur apprend comment gérer leur activité, comment distinguer les revenus de leur activité professionnelle de leurs dépenses ménagères. Et on les aide aussi à tenir une petite comptabilité.
Mhm. et on les accompagne, donc en les conseillant également, et on octroie des microcrédits pour les aider à accroître leur activité. Donc, le but est vraiment l'autonomisation financière de ces femmes pour que demain, voilà, elles puissent avoir suffisamment de revenus que pour pouvoir leurs besoins, aux besoins de leur famille et pouvoir envoyer les enfants à l'école. Donc, ça a vraiment à les soutenir, leur activité commerciale a un impact sur plusieurs autres domaines dans la sphère familiale et dans la société également. Donc, vous jouez véritablement un rôle de levier, en fait, dans cette activité économique. Exactement. Pour moi, allez, j'ai la conviction que la microfinance est vraiment un levier pour lutter contre la pauvreté. Comme tu l'as expliqué, ces femmes-là, en fait, elles sont exclues du système bancaire. Elles n'ont tellement pas les moyens qu'elles elles ne peuvent normalement pas prétendre à un crédit ordinaire à la banque. C'est là toute l'approche qui est différente en microfinance. Mhm. C'est déjà la cible, le public à qui on s'adresse, parce que quand on vient auprès d'une banque, elle va vite regarder quels sont les Ah, c'est le garanties, moyen, c'est ça. qu'est-ce Mhm. que tu peux donner pour un peu rassurer. Mhm. Et ces femmes-là, elles ne rassurent pas les banques. Mhm. Tout ce qu'elles ont, c'est leur activité. Et ce sont des petites activités. Mhm. Elles Et gagnent combien en moyenne par jour? des fois, ça dépend. On a celles qui ont peut-être en termes de chiffre d'affaires, par jour, elle peut te faire 10 dollars, elle peut te faire Ouais, 20 dollars, elle peut ouais. te. Et allez, on va dire que c'est le besoin pour leur fonds de commerce. Il y en a qui ont besoin de 50 dollars, de 100 dollars pour acheter le stock nécessaire à leur activité. Et c'est là que nous, on intervient. Donc, c'est-à-dire que des fois, elle manque ce 50 ou ce 100 dollars pour acheter son stock. Et nous, donc, on l'appuie en lui donnant ce financement pour Mhm. qu'elle puisse acheter ce stock et générer plus de revenus. Lorsque tu dis que vous leur donnez ce financement qui manque, est-ce que c'est des crédits qui sont octroyés individuellement ou c'est un crédit qui est octroyé à un groupe, au groupe Alors, en de fonction femmes? du profil du demandeur, c'est tout un travail qu'on fait, en fait. On Mhm. examine et c'est un travail de fourmi et c'est pour ça que les banques, voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont exclues du système bancaire classique, parce que Mhm. ça demande un accompagnement plus rapproché. Mhm. Et c'est ce que nous, on fait. Donc, c'est-à-dire que quand une personne s'adresse à nous ou qu'on va vers une personne, on va vraiment analyser son activité et son besoin. Et dans la mesure où elle n'a vraiment aucune garantie à nous donner, donc là, je prends vraiment les femmes maraîchères, la dame qui vend ses légumes au marché, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va former un groupe de caution solidaire, comme on dit. Donc, D'accord, c'est-à-dire ouais. qu'elles vont se mettre à 3 ou à maximum 5. Mhm. C'est elles-mêmes qui se choisissent. Mhm. Hein. C'est en fait une manière pour nous de sécuriser le prêt qu'on va faire. C'est ça. Parce qu'elle ne va pas aller choisir une femme qui n'est pas aussi active qu'elle, Mhm. parce qu'elles ont cette notion de solidarité dans le prêt. Donc, c'est-à-dire que si on a une qui fait défaut, les autres vont devoir soutenir et Mhm. rembourser pour celle qui a fait défaut. Mais c'est le Et principe même hein, du microcrédit. exactement. Et donc, les formations qu'on donne en éducation financière avant l'octroi du crédit, c'est à ça que ça consiste, de bien leur expliquer le fonctionnement de ce Mhm. groupe solidaire, quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations. Mais le crédit est octroyé selon le besoin individuel de chacune d'elles. Donc, elles peuvent être dans le même groupe, mais avoir des montants différents. Mais on essaye quand même que voilà, qu'il n'y ait pas un gap trop important les unes entre les autres. D'accord. Et elles doivent rembourser le crédit sur quelle échéance? Alors, on a deux types de crédits Mhm. actuellement, le crédit solidaire et le crédit individuel. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une activité qui est plus développée et qui sont à même de pouvoir bénéficier d'un crédit individuel. Et là, les montants pour les crédits individuels vont de 500 à 3000 dollars. Mhm. Les crédits de groupe, donc individuellement, c'est un montant inférieur à 500.
Et les échéances, donc pour les crédits de groupe, c'est sur maximum 3 mois, parce que c'est-à-dire qu'on prend plus de risques, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on les met en groupe. Donc, du coup, l'échéance est beaucoup plus courte. Et les crédits individuels, là, par contre, on peut aller jusqu'à 6 mois ou à 9 mois d'échéance. D'accord. Donc, tu as lancé MicroDev en 2020, si je ne me trompe pas. En fait, comme je disais, le projet, je le cogite depuis Ouais, 2016. ouais. 2018, j'ai finalisé, on va dire, mon business model. J'ai répondu à un appel à projet. Déjà, le bootcamp au fait, auquel j'ai participé aboutissait à la sélection de 3 projets qui obtenaient un financement. Donc, ce que Microdev a obtenu début 2019, mais ce financement était conditionné par l'apport de fonds propres. D'accord. Donc, c'est en 2019 qu'a vraiment démarré cette campagne de crowdfunding pour récolter les fonds, lever les fonds. Et comme je te disais aussi, la coopérative, il y a une réglementation en RDC qui exige un certain capital avant de pouvoir démarrer. Donc voilà, c'est tout ce travail qui a été fait depuis 2019. Et donc ce capital exigé, donc notamment par la Banque centrale au Congo, a été réuni en 2021. On a démarré nos activités en mai 2021. En mai 2021, donc c'est à partir de ce moment-là que vous avez pu commencer à octroyer les premiers microcrédits. C'est ça. Donc ça fait quand même déjà quelques mois. Alors comment ça se passe pour justement ces femmes qui bénéficient de ces microcrédits? Alors donc là, Vous on a voyez une évolution dans leur travail? la coopérative à Kinshasa a maintenant 6 mois. 6 mois d'activité et on fait le bilan mensuellement pour savoir combien de personnes ont pu bénéficier du microcrédit. Et donc, vu que l'échéance est de 3 mois, donc ça veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui en sont à leur 2e cycle de microcrédit. Oui. Et on voit clairement que c'est des personnes qui ont pu augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc, voilà, pour nous, c'est l'impact que l'on souhaite avoir. Donc, qu'elles puissent accroître leur chiffre d'affaires, développer leur business. Donc, c'est-à-dire que la personne qui vend aujourd'hui au marché puisse éventuellement demain avoir une boutique. C'est ça. Et pouvoir aussi demain être sélectionné, être éligible, voilà, être éligible pour un crédit auprès d'une banque classique. C'est ça. Se réinsérer en fait dans le système de financement classique. Exactement, voilà. Donc l'objectif n'est pas parce que voilà, il faut savoir que la microfinance, avec tout cet accompagnement, a un coût qui est intégré dans le taux du financement. Et voilà, nous, on est vraiment là pour booster, pour vraiment être un fonds d'amorçage, on va dire, mais pour que demain, la personne puisse se développer et pouvoir accéder à un financement classique. Exactement. Mais j'aime vraiment beaucoup, en fait, la vision même de ton ASBL, parce que souvent, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a tendance à se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais aider mon pays? Qu'est-ce que je peux faire? Et j'aime beaucoup, en fait, cette approche-là de pouvoir travailler à la base. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a, ne fût-ce que, pour donner un chiffre, 10 femmes qui passent du fait de vendre sur des marchés à ouvrir leur boutique, c'est une très belle avancée, en fait. Et on ne se rend pas compte que ce genre de contribution peuvent vraiment transformer toute une ville et à plus grande échelle tout un pays. En fait, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, c'est d'être une structure pérenne et d'avoir vraiment un impact durable. Et pour moi, c'est cette manière de faire en accompagnant ces entrepreneurs à se développer. Et pour moi, c'est vraiment le levier qu'on doit utiliser pour lutter contre la pauvreté. C'est le seul moyen qu'elles ont aujourd'hui pour s'en sortir. Allez, au Congo, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas d'allocation de chômage, on n'a pas de mutuelle.
Euh, voilà, là, on parle de la gratuité de l'enseignement, mais voilà, c'est pas encore des choses qui sont totalement mises en place. Et, euh, et donc, si on veut réellement voir le développement du pays, c'est en les accompagnant. Et puis aussi, parfois, on a l'impression qu'il n'y a que les autres qui peuvent faire quelque chose. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit lorsque tu as dit, ben, qu'est-ce que moi je peux faire? Et tu t'es rendu compte que avec ceux que tu connaissais, tu pouvais mettre ça vraiment à profit des autres. Et ça, Oui, parfois, c'est vrai qu'on oublie que faut pas non plus toujours constamment chercher à se réinventer, mais que ce qu'on a, avec ce qu'on a, on peut déjà faire quelque chose. exactement. Moi, je pense qu'il est important d'être conscient Mhm, euh, de ses compétences, mais je dirais aussi de ce qu'on aime. De mhm. ce qu'on aime. Pourquoi je dis ça? Parce que entreprendre, c'est pas un fleuve tranquille, loin de là. C'est Exactement. On y reviendra. exactement. Et voilà, moi aujourd'hui, je le vis. Il y a quelques années, c'est moi qui conseillais les entrepreneurs, Mhm. en disant voilà le caractère qu'un C'est entrepreneur ça. doit Et maintenant, tu es avoir. dans les chaussures Et d'un aujourd'hui, moi-même, entrepreneur. je C'est le ça. suis. Donc, je me coach, je me parle à moi-même C'est ça. parfois. Exactement. Je Non, c'est important. m'encourage. Et voilà, donc c'est un investissement. C'est un investissement et c'est une perpétuelle recherche d'amélioration. Mhm. Et donc voilà, il faut vraiment, je pense, se lancer dans quelque chose à la base. Voilà, il y a du travail, des fois il y a de Mhm. l'administratif, hein, on Mhm. n'y échappe pas, mais à la base, que ce soit quelque chose que l'on aime, que l'on fait assez aisément, et, euh, et voilà, et réussir à faire adhérer les gens à sa vision, parce que voilà, seul, on ne peut pas non plus tout faire. Exactement. Alors, j'aimerais revenir sur justement la manière dont tu t'y es prise pour pouvoir mettre en place ton ASBL. Tu as parlé du fait qu'il fallait constituer un capital hein, pour pouvoir être en mesure d'octroyer ces crédits. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu as fait concrètement pour pouvoir réunir les fonds? Quelles ont été les étapes avant de pouvoir arriver à la concrétisation de l'ASBL? Alors, il y a déjà le bootcamp auquel Mhm. j'ai participé. Je pense faut être alerte. Faut être alerte. Euh, Moi, je scrute sur les réseaux sociaux les appels à projets, Mhm. que ce soit des concours ou allez, tout ce qui pourrait avoir attrait à l'activité que je fais. Et à des pitchs, des concours de pitch également. Donc tout ça, je suis dans cet écosystème, on va dire, pour pouvoir m'informer. D'accord. Et dès que je vois que le projet que je porte est éligible, j'hésite pas à répondre. Et au départ, le bootcamp, honnêtement, je l'avais fait pour juste avoir du temps pour cogiter et solidifier, on va dire, mon business model. Et il s'est fait qu'il y avait, au fur et à mesure, allez, le projet prenait forme et j'ai vu qu'il y avait quand même des chances qu'il soit éligible au financement. Mhm. Comme je disais, j'ai eu le financement, mais qui était conditionné par des fonds propres. Alors là, allez, en financement, il y a différents types hein, de financement. Le premier stade, c'est les fonds qu'on peut lever auprès de ses proches, auprès de sa famille, auprès de ses amis. Et ensuite viennent les financements bancaires et les autres financements alternatifs. Et ben donc, j'ai misé Mhm. sur mes proches. Mhm. Je me rappelle en 2019, donc l'association qui m'accompagne, ils ont le financement D'accord. attendu et ils me demandent ben, voilà, de lever les fonds propres. Je t'assure que Lisette, je ne savais pas par où commencer. C'est ça. C'était à Puis, quelle hauteur, si je peux poser la question? et, Il fallait une somme de combien hein, pour le alors, le financement? financement était de 50 000. Ouais, Ils me demandaient de lever 20 000, d'accord, mais la réglementation au Congo me demandait d'apporter 50 000 d'accord. en fonds propres. Donc, première étape, je pense que c'est de parler.
c'est de parler de son projet. Donc, souvent, on pense que c'est pas une chose à faire. On veut garder ça pour soi, de peur qu'il soit volé. Mais voilà, moi, je pars du principe qu'on est unique. Et voilà, je ne pourrais jamais faire comme Lisette. Il y a des spécificités qui sont propres à toi. Oui, c'est Et ça. tu as une vision bien précise des choses. Et je ne pourrais pas copier à 100% C'est ça, ouais. euh, ce que tu veux faire. Et, euh, et donc, en parler. Donc, j'en parlais autour de moi et j'expliquais. J'expliquais en quoi ça va consister, le pourquoi de mettre en place Microdev, quel est l'impact que ça va avoir. Et sur le conseil d'un ami qui m'a recommandé de faire une soirée de récolte de fonds, j'ai au départ hésité à le faire. Et puis je me suis dit, bon, je vais quand même me lancer, j'ai rien à perdre. À ma grande surprise, beaucoup de gens ont répondu positivement à cette soirée. J'ai eu plus de 200 participants. Et donc ça, c'était vraiment le début. C'était vraiment le début. Ça m'a donné confiance en moi. C'est une Confiance, soirée de gala, hein, il me semble. oui, soirée de Une soirée gala, de exactement. gala que tu as fait, je pense, au mois de mai. Au mois de mai Ouais. 2019, exactement. Et en fait, je me suis dit non, je ne suis pas la seule à y croire. Et si une première édition comme ça, j'arrive à réunir 200 personnes, c'est qu'ils y croient avec moi. Et donc voilà. J'ai aussi vu que les fonds à lever étaient quand même conséquents. euh, j'ai décidé en fait d'octroyer des parts dans la coopérative. Donc je me suis dit que ce ne soit pas juste un don que la personne fait, mais que ce soit vraiment un investissement. C'est ça. Euh, mais ça, je peux le faire par rapport au business model que j'ai. Donc la coopérative a une notion aussi de rentabilité. Ouais. Et donc, une personne qui investit peut, au moment où toutes les charges sont couvertes, avoir un dividende. C'est Donc, ça. c'est comme ça qu'il y a des prises de participation qui ont été données. Et donc, j'avais mis la part à 100 $ et il fallait minimum prendre 10 $. Donc ça, c'est que pour les personnes qui sont basées à Kinshasa. Même une personne vivant en Belgique, allez, pouvait prendre une prise de participation dans la coopérative. Et c'est comme ça que j'ai des personnes autant en Europe qu'au Congo qui ont pris des parts dans la coopérative. Et, euh, et voilà, c'est surprenant et encourageant quand tu as la première personne qui te dit, OK, ben, moi je prends 10 parts. Tu te dis, OK, donc c'est faisable. Et puis tu en as une deuxième qui te dit, ben voilà, moi je prends aussi 10 parts, je prends 20 parts, je prends 30 parts. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. J'ai beaucoup travaillé sur la communication. Je ne suis pas une experte en communication, loin de là. Je trouve que c'est tout un art. Il y a C'est vraiment, ça aussi qui fait la richesse de l'entrepreneuriat, parce que au final, tu es amené à vraiment porter plusieurs casquettes. en fait, c'est vraiment ça. Et, euh, et je pense que c'est très important parce qu'au début, on n'a pas les moyens financiers que pour se payer ces services. Donc, il faut pouvoir endosser Multitâche, plusieurs c'est ça, casquettes, hein, c'est multitâche, hein. et plusieurs tâches, d'où l'importance de continuer à se former. Ouais. Et c'est important, même si par exemple quelqu'un dira j'aime pas les chiffres, il est important d'avoir certaines notions de comptabilité. Il ne faut pas laisser son comptable tout faire. Il faut être à même de pouvoir donner des orientations ou au minimum comprendre ce qu'il nous dit. Et ça vaut pour tous les domaines. Donc, chercher à un peu être généraliste euh, et ça aidera, c'est important. Et donc voilà, donc j'ai dû un peu Faire beaucoup de communication. beaucoup de communication, Mhm. beaucoup de communication. Et, euh, et voilà, en parler autour de moi, répondre à des appels à projets. Voilà, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. C'est peut-être pas forcément la partie la plus chouette, on va dire, du projet, mais on le fait parce qu'on a un objectif derrière.
et on fait des sacrifices pour pouvoir y arriver. Et, et voilà, je saisissais toutes les opportunités qui m'étaient données que pour pouvoir parler de microdev. Je me rappellerai toujours, c'était un Zoom, un webinaire où on m'a demandé de parler un peu de l'entrepreneuriat. Et à la fin, avec les autres panélistes, on a commencé à discuter et à demander ce que chacun faisait. Et là, j'ai parlé de microdev. Et je suis sortie de là avec 4 000 $, parce qu'il y en a deux qui ont pris 20 parts, 20 parts chacun. Et, et voilà. Super. Donc, allez, c'était vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est important de se mettre en mouvement C'est ça. par rapport à son projet. Euh, le concevoir, le ficeler, savoir l'objectif à atteindre et se laisser conduire en fait en fonction de ça. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment en fonction de cet objectif. Donc, c'est rester focus, ne pas être distrait et être alerte, en fait, comme je disais, pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent, les créer aussi, hein, quand elles ne sont pas là. Et comme je dis toujours, bah, c'est comme on dit, un peu frapper, chercher et vous trouverez. Et, et c'est vraiment ça. Donc, il y a une démarche qu'on doit faire, se mettre en mouvement, être en activité. Et vous serez étonné de voir comment ben, les choses se mettent en place, que ce soit en termes de ressources humaines, de ressources financières. Les choses se mettent en place. Et ça t'a pris combien de temps pour pouvoir constituer donc, les fonds propres? Alors honnêtement, donc de 2019 à, je veux dire que, allez, début 2021, c'était clos, donc 2 ans. 2 ans. 2 ans. Donc pendant 2 ans, il ne fallait pas baisser les bras. Enfin, c'était quand même une somme conséquente, hein. Oui, c'était. Au bout de la première année, tu étais plus ou moins à combien de pourcentage de ce qu'on te demandait? Au bout de la première année, j'étais à 10%. À 10% seulement. Donc, À c'était vraiment 10%. fait le gros du travail la deuxième Ouais. année. Oui, Ouais. oui. Et Et c'est vrai que c'est important ce que tu disais tout à l'heure, que dans l'entrepreneuriat, c'est super important de pouvoir garder le cap et puiser la motivation en soi. non, Parce que clairement. c'est ça, parce qu'au bout d'un an, avoir 10% de la somme, ça demande quand même d'avoir les nerfs solides pour se dire, ben, je continue, parce que tu ne pouvais pas savoir qu'au bout de la deuxième année, tu allais réunir les fonds à ce moment-là. Exactement. C'est une grosse dose de motivation qu'il faut avoir. Et comme je disais, soi-même y croire. Ne pas attendre que les autres puissent. Oui, on a besoin, hein, je ne dis pas, mais quelqu'un qui t'encourage, ok, mais même quelqu'un qui te décourage, toi, il faut savoir ce que tu veux, où tu veux aller et persévérer. Ouais. Persévérer. Donc, c'est vraiment des notions que, voilà, que je peux avoir tendance de dire, mais le vivre, c'est autre chose. C'est vraiment une aventure enrichissante. Je crois que ça forge le caractère aussi. Ça forge le caractère. Il y a des moments où, voilà, on se pose 10 000 questions. Je pense que c'est bon de s'arrêter et en fait d'avoir un plan d'action, de se dire, OK, voilà, j'ai une montagne devant moi, mais voilà, je vais essayer de trouver un moyen pour y arriver. Et comme je disais, se mettre en mouvement. On ne sait pas quelle porte va s'ouvrir, mais il faut aussi frapper et chercher, hein. Donc ça, j'insiste que ça ne tombe pas du ciel. Ça tombe vraiment pas du ciel. Il y a un investissement personnel à faire. Je veux dire, les appels à projets pour y répondre. Voilà, quand on lit les instructions, c'est des pages et des pages. Et tu t'es fait accompagner ou tu as fait ça toute seule? Je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait toute seule. Je pense que Allez, je pense que, en fait, il n'y a rien qui est fait au hasard. Parce que quand je regarde en arrière, je pense que ce soit mon parcours professionnel, que ce soit mon parcours scolaire, que ce soit
les situations de la vie, que ça soit, voilà, il y a rien qui est fait au hasard. C'est tout des choses, en fait, qui nous construisent Oui. et qui nous donnent les capacités de pouvoir le faire. Et moi, par exemple, en 2000, en 2020, j'ai répondu à un appel à projet. C'était pendant le confinement. Donc, voilà, au lieu de déprimer parce que j'étais enfermée entre quatre murs, ben voilà, c'est un moment que moi j'ai mis à profit pour pouvoir me concentrer et répondre à ces appels à projets parce que ça prend énormément de temps. Bijou Microdev bénéficie aussi du soutien de la ville de Bruxelles et de la région de Bruxelles-Capitale. Comment s'est fait ce partenariat et en quoi est-ce qu'il consiste? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, je réponds à des appels à projets. Donc, Oui. avec la ville de Bruxelles, avec la région de Bruxelles-Capitale, ils ont une cellule qui s'occupe de tout ce qui est solidarité internationale et ils lancent des appels à projets. Et donc, j'ai regardé, j'ai lu les critères, j'ai vu que Microdev répondait aux conditions. Et donc, j'ai répondu simplement à l'appel à projet. Et je pense que c'est plus facile de le faire quand on a déjà cogité à son projet, quand on l'a mis sur papier, quand on a un dossier, une présentation déjà de fait, plutôt que d'y répondre à ce moment-là sans avoir aucun élément. Parce que je pense que pour être sélectionné, ils vont sentir si derrière il y a, il y a, il y a une maîtrise, il y a une maîtrise de son projet. Et ça, ce n'est qu'en ayant travaillé en amont que ça peut être perceptible quand on répond à des appels à projets. Et bon, pour la petite histoire, ça n'a pas été du premier coup. Donc la première année, c'était en 2019 déjà, j'avais répondu, j'avais pas été retenue. Et ben, j'ai refait en 2020, j'ai réintroduit en 2020 et voilà, pendant un an, j'ai cogité plus, j'ai eu plus d'informations du terrain. Donc, mon dossier était aussi beaucoup plus solide quand je regarde comparativement à celui de l'année précédente. Et donc voilà, ça a augmenté mes chances que d'être sélectionnée. Et du coup, tu as pu recevoir un financement de ces deux organismes? Oui, donc c'est vraiment un soutien financier qu'on Mhm. reçoit pour son projet quand il est sélectionné. Et ça a participé aussi à constituer les fonds propres? Bien sûr, Ok, ça va. bien sûr, bien sûr. Ouais, super. Alors, c'est le moment du question-réponse sans langue de bois qui arrive tout de suite après ce petit jingle. Bijou, tu vis et travailles en Belgique depuis de nombreuses années. As-tu expérimenté un choc culturel lorsque tu es retourné au pays pour créer ton ASBL? Alors, oui. Je crois que Explique-nous, je crois explique-nous. qu'il faut vraiment aller faire un shift dans sa tête. Mhm. Bon, j'ai pas eu du mal à le faire, mais clairement il faut le faire. Les réalités au Congo sont différentes qu'ici, moins structurées. Hein. Quand on recherche une information, voilà, c'est pas toujours évident de la trouver. Les les mentalités sont ce qu'elles sont. Mais moi, je suis convaincue et je le vis aujourd'hui. Il y a des personnes compétentes. Il y a des personnes Mhm. compétentes au Congo. Il y a des personnes honnêtes au Congo. Il y a des gens, beaucoup qui ont la volonté. La volonté. Et pour la petite histoire, l'équipe aujourd'hui qui travaille, certains ont commencé avec moi alors que voilà, que Microdev était sur papier. Mais quand j'avais besoin ils faisaient des démarches pour moi alors que, allez, je les payais même pas. Je recevais des informations du terrain et voilà, ça me surprenait Tu t'y positivement. attendais pas? Je m'y attendais pas. Mhm. Honnêtement, je m'y attendais pas. Donc oui, il y a un choc culturel, mais voilà, je pense que dans ces différences, il faut juste s'adapter et trouver le moyen Ouais. euh, de trouver son chemin. Mais qu'est-ce qui t'a le plus surprise?
C'est, allez, je dirais, par exemple, péjorativement, on a souvent tendance à croire que voilà, les gens au Congo ont toujours la main tendue, Mhm. surtout comme ça quand on vient de l'Europe. Mais là, moi, j'ai trouvé des gens sur qui je pouvais m'appuyer Mhm. et qui ont été vraiment des éléments moteurs pour qu'aujourd'hui Microdev soit sur pied. Et Mhm. voilà, c'est par rapport à ça. Mhm. Tu es une jeune femme, hein, Bijou. Est-ce que parmi les chocs culturels, est-ce que tu as pu expérimenter aussi, tu sais, parfois dans la culture congolaise, il y a vraiment l'accent qui est mis sur le respect des aînés. Est-ce que comme tu apportes aussi des formations à des femmes que je présume peuvent aussi être plus âgées que toi, est-ce que parfois ça peut poser problème, cette différence d'âge? Mhm. Comment est-ce qu'elles t'ont accueilli en fait? Oui, moi je pense que tout est dans l'attitude, Mhm. dans l'attitude qu'on a. Quelque chose dont j'ai en horreur, c'est les gens qui ont un complexe de supériorité. Mhm. C'est quelque chose qui est fort reproché à la diaspora congolaise, de se positionner comme expert, comme supérieur à nos confrères congolais. Et je pense que quand on vient avec une attitude voilà, de partage de compétences, d'humilité, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, mais aucune, aucune. Parce que ces personnes vont très vite se rendre compte qu'on est là pour réellement apporter quelque chose Construire et ensemble. Mhm. exactement, qu'on va construire ensemble. Et ils sont même admiratifs par rapport au courage et de se dire que voilà, tu pourrais rester en Europe et vivre ta vie, vivre dans des bonnes conditions, mais tu prends la peine de t'investir et de te battre dans un environnement qui n'est pas facile. Je pense que ça, allez, on a plus de respect, même un retour positif, mais vraiment tout est dans l'attitude et dans la manière dont on aborde les choses. On sait que l'entrepreneuriat et même l'entrepreneuriat social, comme tu fais, demande d'avoir les nerfs solides pour parvenir à concrétiser son projet. Quelle est la chose la plus difficile à entendre qu'on t'ait dite durant ton parcours? Dans le parcours de Microdev, Oui. je pense à quelque chose, on m'a dit euh, que voilà, tu te lances dans les affaires, tu es une femme, il faut être prête à faire des sacrifices. C'est-à-dire, Donc, voilà, en un mot, c'est du donnant-donnant. Ouais, on m'a dit ouais, ça. ça c'est des choses. On m'a dit ça. Comment est-ce que tu réagis quand tu entends ce genre de choses? Alors, d'abord, ça m'attriste, c'est-à-dire Mhm. que quelque part, il y a une perception encore de la femme qui est, qui est pas au point, hein, chez beaucoup de personnes. Et mais à ça, moi, j'ai tendance à rigoler et à rire et à dire, ben, je te prouverai le contraire. Mhm. Je te prouverai le contraire. Et bon, au moment où je dis à la personne, où je dis ça à la personne, c'est au moment où j'ai besoin, où je suis qu'à 10% hein, du capital Ouais. dont j'ai besoin. Mhm. Il y a encore les 90% qui restent. Mais voilà, mais c'est quelque chose dont je suis convaincue que, qu'une femme n'est pas appelée à vendre son corps Mhm. pour arriver à ses fins. Mhm. Euh, je pense que voilà, qu'on a assez d'intelligence, qu'on a assez de volonté, de courage, si pas plus que les hommes. C'est vraiment, comme tu dis, dommage et vraiment déplorable même que des personnes ne parviennent pas à voir voilà, que la personne est là pour aider. Mhm. Non, mais je pense que voilà, je crois il faut arriver Mhm. à déconstruire de tels raisonnements. euh, et c'est en y arrivant, le concrétisant. Euh, j'ai entendu dire aussi, elle y est arrivée, donc c'est sûrement parce que il y a, il y a, il y a un financier derrière Oui. qui la soutient. Voilà, difficile pour les gens d'arriver à accepter que
que ce soit possible que tu lances quelque chose et que tu aies simplement des gens qui adhèrent parce que tu arrives à les convaincre, parce que ton modèle tient la route, parce que ton projet, tout simplement, les attire. Et moi, je me réjouis aujourd'hui de pouvoir montrer à ces personnes que c'est possible. Et pour moi, c'est aussi une manière de prêcher d'autres femmes, d'autres entrepreneurs, et en leur disant que c'est possible d'y arriver et, et que voilà, faut pas se laisser convaincre par ses préjugés. Merci beaucoup, Bijou, pour l'honnêteté de tes réponses. Alors, j'aimerais aborder avec toi une question un peu plus personnelle. Donc, tu es une femme aux multiples casquettes, comme on a pu le constater durant toute cette interview. Tu travailles, tu es une maman de 2 filles et tu chantes aussi à la chorale pour ceux qui ne le savent pas. Et d'ailleurs, tu as une très belle voix. Ça, je tiens à Merci. le dire. Alors, comment allies-tu toutes tes occupations avec ta casquette d'entrepreneuse? Dis-nous un peu quel est ton secret et qu'est-ce qui te drive au quotidien pour pouvoir avancer sur tous les fronts? Ok, honnêtement, c'est une question que je me pose moi-même. Alors, j'ai plusieurs pistes de réponses à cette question. Euh, allez, le ministère, servir Dieu, pour moi, c'est la base. Mhm. Hein. C'est la base. C'est pour moi une offrande que je fais au Seigneur. C'est notre deal. Hein. C'est vraiment un deal que j'ai avec le Seigneur. Et de me dire que, allez, il fait tellement pour moi, que la moindre des choses, c'est vraiment allez, ce que je peux faire pour lui. C'est vraiment le minimum, voilà. Le minimum que je peux faire pour lui, c'est de le servir. Et voilà, chanter à la chorale, ça veut dire des heures de répétition, ça veut dire arriver plus tôt au culte. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une offrande. C'est vraiment une offrande que je fais au Seigneur. Et, euh, et puis voilà, je suis employée. Je me donne à 100% dans mon travail. Donc, je respecte mes heures de travail. Euh, Microdev, c'est comme je dis, mon bébé. Et, euh, et voilà, c'est du temps que je consacre après mes heures de travail, pendant mes heures libres, en fait. Je Mhm. consacre ça à Microdev. Donc, tu Les compartimentes enfants, vraiment les choses. oui, vraiment. Donc, voilà, pour moi, c'est chaque chose à sa place. Mhm. Il y a le temps du ministère, il y a le temps du travail, et, euh, et puis le temps des enfants aussi. Donc, pendant mes temps libres que je consacre, on va dire, à Microdev, c'est du temps que je consacre en moi, Mhm. à mes enfants. Ce que je fais, c'est vraiment, elles doivent être partie prenante dans ce que je fais. Je les implique dans tout ce que je fais. Je leur explique ce que je fais, pourquoi je le fais. Et, euh, et j'essaie d'aménager les choses pour qu'elles ne soient pas lésées. Donc, D'accord. il y a vraiment des moments où je peux passer beaucoup de temps sur Microdev, comme par exemple au moment où je répondais aux appels à projets. Donc, j'étais tout le temps sur l'ordinateur. Et voilà. Et à un moment, il y a une des filles qui s'est plainte en disant, oui, maman, tu travailles trop. Et je suis à l'écoute. Quand j'entends une telle réclamation, voilà, je me dis, OK, on va un peu lever le pied. Mais j'explique que c'est vraiment momentané. Et quand un moment comme ça passe, ben, après, c'est du temps que je consacre pour elle. Un autre exemple, j'ai été 2 mois à Kinshasa, au mois de juillet-août. J'ai fait exprès d'aller au mois de juillet-août pendant qu'elles étaient en vacances pour pouvoir les Mhm. prendre avec moi. Et donc, ça veut dire que je faisais un jour sur deux. Un jour, j'allais en agence et le jour suivant, c'était du temps que je passais avec les enfants en faisant des activités et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut, voilà, essayer, comme tu dis, de compartimenter, de trouver, de consacrer du temps à, à chacun de ces aspects de la vie. Alors, Bijou, quel bilan peux-tu tirer depuis le lancement de Microdev? Dis-nous un peu de quoi es-tu la plus fière? Alors, clairement, je dirais, aujourd'hui, Microdev emploie 15 personnes. Et
allez, pour moi, c'est énorme. C'est juste énorme de me dire que, OK, donc il y a aujourd'hui 15 personnes qui sont payées tous les mois grâce à une réflexion que j'ai eue en 2016. Donc, c'est de voir au fait tout ce parcours, l'impact au fait qu'a Microdev et voilà les bénéficiaires aujourd'hui, je veux dire, pouvoir soutenir l'activité économique ne fût-ce que d'une personne. Allez, c'est énorme parce que derrière, ça veut dire qu'il y a un enfant qui a eu à manger, il y a un enfant qui a été à l'école, il y a un enfant qui a un toit. Voilà, pour moi, c'est juste énorme. Alors, ce sera la dernière question. Quels sont les projets pour les prochaines années? Alors, la vision pour Microdev, autant quand j'ai démarré en 2016, je pensais juste à une petite association. Euh, les circonstances, la réglementation m'ont amené à pousser Microdev à un niveau plus élevé de la coopérative. Et voilà, le next step, c'est de passer, d'en faire une société, une grosse institution de microfinance. C'est de m'implanter dans d'autres provinces de la RDC et comme je disais, bah, dans d'autres pays d'Afrique également. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ce qui me drive. En tout cas, Bijou, tu es une femme vraiment entrepreneuse comme on aime. Si tu pouvais donner une phrase, une citation qui vraiment pourrait résumer ta vision, ce serait laquelle? Alors, je vais essayer de la redire correctement. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça arrive. Merci beaucoup, Bijou, d'avoir répondu à mes questions. Alors, pour ceux qui voudraient se renseigner et avoir plus d'informations sur le microcrédit, je peux vous conseiller le livre de Mohamed Younous, Vers un nouveau capitalisme. En fait, Mohamed Younous, c'est le fondateur du concept du microcrédit. Il a Exact. lancé ça au Bangladesh et il a aussi été en 2006 le prix Nobel de la paix. Voilà, donc il apparaît bien. Désolé, il y a un peu de la lumière qui apparaît. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment abordable au niveau de son prix. Et ça, vous pouvez le lire en attendant que Bijou écrive le sien. Merci. C'est le premier livre que j'ai reçu du directeur de l'école de microfinance. Donc, très Ah, bien, ben, voilà, je ne savais pas. très bien vu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve dans un prochain épisode du podcast de Valeurs féminines.